Je vous ai lu ce petit texte, dans lequel je pense qu'il y a à peu près tout en germe, les sujets de discussion possibles et imaginables, sur ce sujet complexe et très central aujourd'hui, parce qu'on aurait pu faire une conférence sur la crise économique, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'islam et la France, on va dire, et les banlieues, ce qui est intéressant. Parce que, comme vous avez remarqué, avant le gros problème, c'était la délinquance des banlieues. Moi, très tôt, j'ai écrit que finalement, une des solutions à la délinquance des banlieues, c'était la réislamisation. Parce que quand un délinquant de banlieue devient musulman, en général, il s'insère, il se met plutôt à fonctionner socialement. Donc on devrait plutôt être content de ça, parce qu'il n'y a pas tellement de délinquance musulmane. Or, bizarrement, aujourd'hui, le vrai problème, c'est plus la délinquance, c'est l'islam. Et d'ailleurs, dans cette question-là, on occulte quelque chose, c'est qu'on montre du doigt le maghrébin musulman, mais en banlieue, il y a aussi beaucoup de noirs originaires d'Afrique, qui eux ne sont pas parfois musulmans ou pas. Pour ceux qui connaissent le Forum des Halles, toutes les bandes de délinquantes sont des bandes d'Africains, ou de gens noirs, et ce problème est totalement occulté, et aujourd'hui quand on parle de banlieue, ça c'est un sujet, on met ensemble, comme si c'était la même chose, des musulmans souvent d'origine maghrébine, et des Africains qui sont souvent pas musulmans. Et or, c'est des problèmes différents qui sont aussi des problèmes à l'intérieur des banlieues. Je veux dire, ça ne se passe pas si bien que ça non plus entre ces populations-là. Donc, c'est des sujets aussi où les journalistes ne font pas leur travail. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la banlieue, ce sont que des musulmans. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Joe Star n'est pas musulman. Hein. Et même s'il était musulman, il vaut mieux qu'il ne le soit pas. Il ferait beaucoup de tort à sa religion. Hein. C'est ce que je dis à certains types qui seraient islamistes pour faire joli. Il faudrait peut-être mieux pas que tu te déguises trop entre deux séances de vente de chichons, parce que tu fais du tort à ta religion. Remets le survêtement, c'est mieux. Voilà. Donc, parce qu'il y en a, hein. Je le sais, je fréquente. Hein. Il y a des filles voilées parce qu'avec le voile, d'un seul coup, elles valent plus cher sur le terrain de la séduction que la fille en string qui est soupçonnée de se faire tourner. J'ai vu ça, il faut le savoir. Il y a aussi aujourd'hui une mode du voile comme argument de séduction, ce qui n'est pas du tout, je crois, si j'ai compris l'islam. En même temps, je vois que le voile, c'est pour être discret et pudique dans l'espace public. Quand ça devient une revendication de mode agressive, arrogante et une stratégie de séduction, ça peut devenir un contresens selon le Coran. Vous voyez ? Donc tout est très compliqué, c'est ça que je veux dire. Hein. Voilà. Et moi, les meilleurs musulmans que j'ai vus, puisque je dialogue avec des théologiens, le recteur de la mosquée de Bordeaux, il est en costume cravate. Hein. Alors que moi, je vois souvent les types, ils te sortent la djellaba, les babouches, parce qu'ils sont musulmans depuis 15 jours. Ils sortent juste de prison pour trafic de drogue. Et ça, tout ça, ça fait un peu du tort. Vous voyez ? Donc, moi, je vous l'ai dit, les meilleurs musulmans et les meilleurs musulmans, c'est pas ceux qui affichent les plus les signes extérieurs d'islamité. C'est plutôt l'inverse. Et c'est d'ailleurs pareil dans toutes les religions. Ce qu'on appelle l'esprit et la lettre. Chez nous, il y a une pièce de théâtre qui s'appelle Tartuffe de Molière qui raconte ça. Plus un religieux se déguise, plus quelque part il y a des choses à cacher. Hein. Et moi, je pars du principe que je ne sais pas ce que c'est que l'islam, je ne suis pas théologien, mais je ferai remarquer des gens qui... Parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup qui m'expliquent que j'ai rien compris à l'islam. Eux, ce sont tous des spécialistes de la théologie musulmane. Et qu'effectivement, l'islam est inséparable de l'arabité, au sens où si c'est traduit, ça ne veut plus rien dire en gros. Donc ça veut dire en gros, ce qu'ils veulent m'expliquer, qu'on ne peut être musulman que si on est arabe, ou qu'il faut être arabe pour être un meilleur musulman, donc quelque part il y a un peuple élu dans l'islam qui sont les arabes, que la langue arabe a un statut unique, etc., de transmission de la foi. Et moi je suis un peu étonné, je dis ça ressemble beaucoup au judaïsme talmudique. Hein. Et moi il me semblait qu'effectivement, que moi je pouvais comprendre les valeurs de l'islam, et qu'elles étaient universelles, et il ne me semblait pas que, d'après ce que j'ai compris, que Allah était juste le Dieu des Arabes et qui parlait qu'une langue. Il me semble qu'en tant que celui qui a tout créé, il était capable aussi de m'expliquer en français comment je pouvais devenir un bon musulman. Parce que si moi on m'explique qu'il faut que j'apprenne l'arabe littéraire du 6e siècle, celui que personne ne parle nulle part, hein, pour comprendre les valeurs de l'islam, là, excusez-moi, si c'est ça la vérité théologique, effectivement l'islam n'est pas une religion française. Et elle ne pourra pas s'implanter autrement que par la force. Mais ça c'est bizarre, parce qu'il y a des soi-disant théologiens qui apparaissent d'espace bizarre pour m'expliquer ça, qu'il faut qu'on en passe par l'arabité pour devenir musulman. C'est très ennuyeux, parce qu'effectivement, moi, j'ai un très gros respect pour les musulmans, mais j'aime bien les monuments français, j'aime bien la langue française, et si on me dit que je dois porter des babouches, une djellaba, et mettre des portes maghrébines chez moi pour pouvoir comprendre les valeurs universelles de l'islam, c'est que c'est pas universel. Vous voyez, je suis pas théologien, mais j'ai un sens logique. Hein, voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui vont nous amener sur ce terrain-là. C'est pour ça que je démine. Déjà, au cas où il y aura un salafiste dans la salle, parce qu'il y en a toujours un pour m'emmerder. Hein. Et comme vous le savez, les salafistes, comme les wahhabites, sont les meilleurs amis des musulmans et les plus grands résistants à l'Empire. Vous le savez, ils ne couchent pas avec les Américains, ni avec les sionistes. Ça aussi, il faudra en parler, ce que c'est que l'islamo-sionisme, parce que c'est peut-être le plus gros problème qu'on rencontre, c'est celui-là. Hein. Ceux qui ont tout intérêt à ce que ça se passe mal. C'est qu'il me semble, moi, que dans l'islam, contrairement au catholicisme,
ça ressemblerait peut-être plus au protestantisme d'ailleurs, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas de pape. Donc moi, tant qu'il n'y aura pas un pape de l'islam, un Benoît XVI qui m'expliquera c'est comme ça et pas autrement, je dirais à celui qui me dit l'islam c'est comme ça, je dis tu penses que c'est comme ça. Mais il y a aussi une autre autorité qui, elle, dit que ça peut être aussi comme ça. Enfin, une interprétation un peu différente. Voilà. Et il y a, comme vous le savez, débat, c'est très complexe comme partout. L'islam ressemblerait plutôt, pour ceux qui ne le savent pas, nationalistes, au protestantisme tel que le pratiquent les Américains. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de chapelles qui sont à égalité, et il n'y a pas d'instance supérieure, on va dire, qui dit la loi définitive. Donc, par exemple, Tariq Ramadan peut dire, voilà comment j'interprète la chose, mais il y aura un type pour dire, je ne suis pas tout à fait d'accord, etc. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a débat. Donc, s'il y a débat, ça veut dire qu'il y a démocratie quelque part et qu'il y a ouverture. Donc, justement, parce qu'il n'y a pas de clergé, une totale verticalité dans l'islam, sauf peut-être dans l'islam chiite, mais qui est minoritaire, et qui est une autre question, ici on est plutôt avec des sunnites, et bien justement ce qui est bien c'est qu'il y a débat parce qu'il n'y a pas une autorité qui dit la vérité une fois pour toutes et définitive. Donc je fais exprès de le dire déjà pour préparer un peu le débat pour les gens qui ne connaissent pas bien, mais moi je vois que je pose déjà toutes ces questions, hein, et je vois ce que je prends dans la gueule. Mais c'est plutôt dans l'islam sunnite qu'il n'y a pas de verticalité. Oui, mais l'islam sunnite c'est 85% de l'islam, et en France c'est l'immense majorité des musulmans. Même en France ou même partout dans le monde, hein, il y a plus de sunnites que de chiites. C'est une manière de lancer le débat. Donc là, parce que moi je me pose cette question, est-ce que je peux comprendre l'islam en français? Voilà. Est-ce que je peux être un bon musulman sans apprendre l'arabe? Voilà, parce que les Français qui sont inquiets, c'est ça qu'ils pensent. Ils pensent que les musulmans de France, ça ne va pas être des Français qui pratiquent une religion universelle qui peut s'exprimer par les médiations de la France. Ils pensent que ça veut dire à un moment donné que des femmes voilées, des babouches, la pâtisserie, on va cesser, il n'y aura plus de la pâtisserie tunisienne et orientale, et puis ils disent quand même c'est un peu sucré, je voudrais pouvoir continuer à manger les choux à la crème, le baba au rhum, enfin, c'est un peu ça qui fait peur, il faut comprendre pourquoi les gens ont peur. Parce que pour eux, un musulman c'est un colonisateur qui veut imposer une culture orientale à la culture française. Or, malheureusement, il y a aussi sans doute des gens qui croient ça même de l'autre côté, mais moi il me semble que si l'islam est une religion universelle, elle peut s'exprimer, et c'est d'ailleurs l'histoire de l'islam, il me semble qu'en Indonésie... Quand on parle de l'islam aussi, moi je crois que les musulmans en France, qui viennent d'Algérie, du Maroc, la grande majorité ne ressemble pas, c'est pas des musulmans pratiquants en fait. Comme tu disais par rapport... Parce que l'islam est aussi une culture. Oui, moi je suis catholique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils mettent des Nike, c'est plus une américanisation comme en France. C'est évidemment parce que le sujet est beaucoup plus compliqué et c'est parce que les médias jouent un jeu de réduction et de radicalité volontairement à mon avis soit idiote, soit malhonnête, je ne sais pas, qu'il y a un gros problème en France. Et je pense que si, j'en suis persuadé parce que je l'ai vérifié 1000 fois, un dialogue s'instaure, même entre les Français les plus patriotes, les plus attachés à leur terroir, et des musulmans honnêtes qui ne sont pas des agents de gouvernements étrangers ou des types payés pour foutre la merde, très vite ils comprennent qu'en réalité il n'y a pas de problème. Le problème est ailleurs, c'est plutôt des problèmes nous déjà dans les quartiers populaires on le vit tous les jours, parce qu'on se rend bien compte qu'on a des amis qui viennent en... Il y a très long... Excuse-moi, si nos instances dirigeantes venaient des quartiers populaires, ça serait... Oui, bien sûr. Voilà. Bon. Donc moi je lance le débat un peu comme ça, j'ai éliminé 2-3 sujets. Je suis malin maintenant, pour ne pas les prendre trop frontalement dans la gueule, parce que je suis courageux mais quand même organisé, je suis ce qu'on appelle un battant organisé. Donc maintenant si vous voulez lever la main et poser des questions très pertinentes, c'est le moment. En fait, il y a eu une guerre civile au Liban qui a été très violente et qui était une guerre civile communautaire, donc on sait que ces choses-là peuvent arriver, peut-être pas demain, mais je veux dire des pays qui ont été détruits par des guerres civiles ethnico-religieuses, il y a la Yougoslavie. Il y a failli y avoir la Russie, avec l'affaire tchétchène. Il y a eu le Liban qui a souffert terriblement. Et il y a eu dans une première époque où les chrétiens maronites, qui étaient la tendance des Jaja et des Gemayel, qui ont été sionistes, anti-musulmans, en pensant que finalement ils incarnaient le monde judéo-chrétien. Et finalement aujourd'hui, les chrétiens maronites, parce que les chrétiens du Liban sont maronites, hein, ont compris que finalement, c'est ce qu'ils m'ont dit, hein, moi j'écoute ce qu'on me dit, hein, eux ils ont 20 ans, 30 ans de présence et de conflit, que leurs pires ennemis étaient finalement Israël, et que finalement, aujourd'hui, pour sauver le Liban, il fallait faire un pacte de fraternité entre chrétiens maronites et musulmans, je veux dire, respectables, parce qu'il y a de tout chez tout le monde, et qui sont incarnés au Liban par Hassan Nasrallah. Et cette alliance fonctionne très bien, à tel point que l'empire mondialiste a tout fait pour empêcher qu'ils prennent le pouvoir.
en les menaçant même de sanctions, etc., pour qu'ils n'arrivent pas au pouvoir. Donc ils représentent la coalition majoritaire, mais maintenue en dehors du pouvoir par la communauté internationale. Ça veut dire que c'est la communauté qui règne à l'international, hein, ça veut dire ça la communauté internationale. Hein. Et pour que cette réconciliation nationale ne se fasse pas. Alors elle se fait effectivement, mais ils n'arrivent pas à prendre le pouvoir. Et en réalité, ce que m'a expliqué Aoun, c'est que effectivement le Liban pourrait être l'exemple d'un pays prospère au Moyen-Orient, multiconfessionnel et national. Et en réalité, ça serait l'exemple que ça pourrait aussi marcher pour Israël, qui pourrait aussi devenir un pays multiconfessionnel prospère. C'est-à-dire que cesser d'être un pays d'apartheid, hein, où il faut définitivement qu'un gagne contre l'autre absolument, tu vois, c'est-à-dire que tout l'un ou tout l'autre. Et que donc, Aoun a compris que finalement, le Liban était un exemple qui devait cesser d'exister parce que c'est une solution possible. Si c'est possible au Liban, ça peut être possible en Israël. Et qu'en fait, le sionisme radical avait une volonté et un intérêt à ce que ce Liban multiconfessionnel n'existe pas et à ce qu'il s'écroule par la guerre civile et qu'il n'existe que le conflit de civilisation. Voilà. Et que finalement, le pire ennemi des chrétiens maronites, c'était les sionistes et pas les musulmans. Voilà. Et voilà, bon. Et ils ont fait ce constat, après s'être beaucoup trompés. Hein. Je vais poser une question sur ce que tu as dit là, judéo-chrétien. Pourquoi on dit judéo-chrétien? Soit on est juif, soit on est chrétien, soit on est musulman. On ne peut pas être les deux à la fois. Judéo-chrétien, c'est un terme, je crois, qui est une association de mots qui est apparue au XIXe siècle, oui. Et qui fait croire en gros que le judaïsme et le christianisme, c'est le même monde. Alors qu'en réalité, ce qui est d'ailleurs devenu une vérité théocratique depuis Vatican II. Puisque depuis Vatican II... Pas longtemps, quoi. Oui, depuis Vatican II, qui est considéré comme une hérésie par les gens, je crois, qui ont bien lu les évangiles. Avant Vatican II, on priait, on disait que les juifs étaient déicides. On priait pour leur conversion. Ah ouais, d'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus est venu pour accomplir la nouvelle alliance, qui est le dépassement et l'abolition de l'ancienne alliance. C'est-à-dire qu'il fait passer l'élection des Juifs à l'élection à tous les hommes du monde entier. Hein, donc les Juifs qui sont une avant-garde révolutionnaire de la foi sont désinvestis de leur mission d'avant-garde par la prise du pouvoir définitif de la foi. Donc Jésus vient abolir, c'est-à-dire qu'à partir de Jésus, on est tous Juifs. Voilà. Ah ouais, okay. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de Juifs. En gros, c'est-à-dire que nous sommes tous des élus. Hein, c'est ça veut dire, ce qu'il veut dire. Voilà. Et ça, jusqu'à Vatican II, ça veut dire qu'il ne pouvait pas... La nouvelle alliance abolissait l'ancienne alliance. Aujourd'hui, pour des raisons plus politiques que théologiques, car c'est indéfendable théologiquement, le Vatican, pour ne pas avoir d'emmerde, admet que la coexistence de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Ça veut dire que Jésus admet les Juifs, mais les Juifs, eux, n'admettent pas Jésus. Bah oui, pour eux, c'est jamais qu'un rabbi apostat, fils d'une putain et d'un soldat romain. C'est-à-dire que c'est ça qui est un peu étrange, c'est que nous, on est obligés de respecter des gens qui prétendent être le peuple élu, alors que Jésus nous a dit que nous étions tous des élus, hein, et eux, pendant ce temps, continuent à chier sur le Christ, comme jamais l'islam ne se serait permis de traiter Jésus. Car si Jésus n'est pas le Messie pour l'islam, il est quand même un prophète et honoré avec Marie, Abraham et toute la ligne des prophètes. Ce que je veux dire, c'est pour ça que c'est ce que je dis même quand je parle avec des catholiques traditionalistes, je veux dire, dans l'échelle de la haine du Christ, c'est incomparable entre le statut de Jésus chez les musulmans est incomparable avec le statut de Jésus dans le judaïsme. Je parle du judaïsme talmudique, puisque il y a un judaïsme d'avant Jésus-Christ et un judaïsme d'après Jésus-Christ. L'Empire, c'est ce qu'eux-mêmes appellent le nouvel ordre mondial. C'est-à-dire le monde capitaliste occidental. Comment? C'est flou. Eh ben, quand George Bush dit le nouvel ordre mondial, c'est quelque chose dont le pouvoir aujourd'hui est aux États-Unis, sans pour autant que ce soit le peuple américain. Hein. Je pense qu'il y a autant de différences entre le peuple américain et le pouvoir américain qu'entre Sarkozy et moi, en gros. Mais l'Empire, ça existe. C'est quelque chose qui, à mon avis, a commencé dans son projet avec les pères pèlerins, hein, c'est-à-dire l'arrivée des colons venus d'Europe en Amérique, et qui ont décidé de conquérir le monde par la liberté du marché et la puissance de la banque, et qui ont donc dépassé le projet de l'Empire anglais, si on veut là. Et ce projet s'est accompli lentement et sûrement par la destruction d'ailleurs de l'Europe et de sa bêtise par des guerres mondiales, puisque finalement ce qui a permis le leadership américain, c'est les deux guerres mondiales successives qui sont essentiellement des guerres d'extermination entre deux peuples chrétiens d'Europe qui s'appellent les Allemands et les Français, ce qui prouve qu'il ne suffit pas ni d'être chrétien ni d'être musulman pour être fraternel, car les musulmans ont surtout tué les musulmans dans l'histoire, pour ceux qui le savent, et les chrétiens ont surtout tué les chrétiens. Hein, voilà. Il faut le savoir, donc c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on nous dit. Voilà. Et donc l'Empire, c'est ce capitaliste
financier à vocation d'hégémonie mondiale, piloté essentiellement des États-Unis par une oligarchie dont les trois têtes seraient en gros le Congrès, la Réserve fédérale américaine et Hollywood. Hollywood pour la propagande, la Réserve fédérale pour la production d'une fausse monnaie qui permet de tout acheter, qui s'appelle le dollar, et le Congrès qui est finalement la convergence de ces deux influences idéologiques pour faire passer les lois. Et ça s'appelle l'empire mondialiste. Et aujourd'hui, on n'est pas paranoïaque ou complotiste quand on le dit, puisque depuis 20 ans maintenant et la chute définitive de l'URSS, ce nouvel ordre mondial affiché, qui d'ailleurs est porté par une caste qui s'appelle eux-mêmes les néoconservateurs, et dont l'idéologie, la théologie est d'être des chrétiens sionistes, justement, puisqu'on revient à ta question, eux se réclament d'ailleurs des judéo-chrétiens. Le judéo-christianisme existe, c'est ça, c'est les juifs et les protestants. Mais ça exclut les catholiques, il faut le savoir. Nous, les catholiques, ne sommes pas judéo-chrétiens. Hein. Le judéo-christianisme existe, effectivement, ça s'appelle le cercle de la Bible, c'est le monde de l'Ancien Testament. Or, l'Ancien Testament est le livre sacré de qui? Des juifs et des protestants. Nous, catholiques, c'est les évangiles, c'est le Nouveau Testament. Ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a pas rien à voir, mais ce n'est pas le même monde. C'est-à-dire que nous admettons les écrits bibliques, c'est-à-dire le Pentateuque, qui s'appelle la Torah, le Pentateuque, la Bible, c'est la compilation de 5 textes. D'ailleurs, c'est un montage écrit en plusieurs langues, apocryphe, bref, c'est pas un problème. Mais nous sommes la religion, car je suis quand même catholique et j'ai été élevé au collège Stanislas, chanteur au petit chanteur, et je connais bien le catholicisme. Nous sommes la religion, d'ailleurs non pas du livre, c'est les juifs et les protestants qui disent ça, et les musulmans qui se trompent, nous sommes la religion de l'incarnation. Hein, nous ne sommes pas la religion du livre, l'incarnation. C'est Jésus-Christ. Et nos valeurs, c'est l'acte des apôtres et les évangiles, qui sont 4 textes plus 1, voilà, hein, et qui témoignent de la vie et de la passion du Christ qui est venu pour amener le message de la Nouvelle Alliance et pour dépasser justement l'ancienne alliance. Et donc nous ne sommes pas judéo-chrétiens, car il y a autant d'opposition entre l'Ancien Testament et le Nouveau, entre le Christ et le judaïsme, qu'il y a d'opposition en France entre la période du roi et la Révolution française. Jésus-Christ, c'est exactement le marqueur qui correspondrait en histoire à la Révolution française. C'est-à-dire qu'il y a la France a toujours existé, mais il y a la France d'avant Louis XVI et la France d'après Louis XVI. Et bien c'est pareil. Dans le monde, on va dire monothéiste pré-islamique, il y a un marqueur au milieu qui est Jésus-Christ, et il y a avant qui est le monde de l'Ancien Testament, et après le monde du Christ. Et ce monde du Christ, c'est le monde de l'égalité, de la fraternité, qui correspondrait beaucoup à l'idée républicaine, quelque part, si on voulait faire des transpositions. Alors que l'autre, c'est un monde avec des élus, des nobles. C'est-à-dire des gens qui sont intrinsèquement au-dessus des autres, qui seraient comme une aristocratie. Et nous, qui sommes là d'ailleurs, c'est pas un hasard, puisque toi tu es ancien de l'Action française, toujours membre de l'Action française. En réalité, nous sommes d'un monde assez étrange. Donc il est royaliste. Donc nous sommes du monde français catholique. Et français catholique, c'est très anti-impérialiste, à 2 niveaux. Parce que la France, pour ceux qui ont vu les conférences de M. Asselineau sur Internet, est un pays qui a toujours résisté aux empires, que ce soit l'empire anglais ou l'empire allemand, et que c'est un peu De Gaulle, quoi. On a toujours été une espèce de 3e voie, une autre solution, avec quelque chose qui s'appelle l'universalisme français. Et donc nous sommes doublement en tant que Français catholiques des gens qui ont vocation à toujours être des résistants à l'Empire, et des gens que les empires, que ce soit l'Empire anglais, allemand ou américain aujourd'hui, veulent soumettre. Et d'ailleurs avec la France sarkozyste, l'histoire des 30 dernières années, c'est la soumission de ce peuple français insoumis à la logique impériale, et qui est toujours une soumission française, latine et catholique, parce que la France est un pays européen et latin, hein, au monde thalassocratique, anglo-saxon, judéo-protestant. Il faut comprendre les niveaux de lecture. Et c'est pour ça que nous, comme on est intelligents et cultivés, les musulmans ne sont pas nos ennemis, car en fait, je dis, un catholique est aussi éloigné d'un musulman que d'un protestant, selon les critères de réflexion. Et sur certaines valeurs, il peut se sentir beaucoup plus proche d'un musulman que d'un protestant. Et de prétendre que les catholiques et les protestants seraient la main dans la main, avec les mêmes valeurs contre les musulmans, est un mensonge théologique, politique, sociologique et géopolitique. Alors je connais bien Choprade, il ne souscrit pas du tout à l'idée du choc des civilisations. Il faudrait le relire. Hein. Oui, mais tu l'as pas lu, tu as vu que la couverture. Je veux dire, Choprade ne croit absolument pas au choc des civilisations. Il vient de se faire virer de l'école de guerre parce qu'il a mis le doigt sur le montage du 11 septembre. Et par contre, Choprade n'est pas un pro-musulman. Il pense que l'alliance majeure qu'il faut avoir, c'est avec les Russes et les orthodoxes. Ben, c'est valide comme arme de guerre. Hein. La lutte des classes aussi, c'est valide. Mais c'est pas pour ça que c'est la solution au problème du monde. Voilà. Le choc des civilisations, c'est la théorie des néoconservateurs. Et c'est une idéologie qui dit aujourd'hui, il y a l'islam face au monde judéo-chrétien. Ce n'est pas du tout l'analyse de Choprade. Toute l'histoire du monde, c'est les chocs de civilisation. Hein. Il y a des civilisations et des civilisations qui sont en concurrence, en choc, etc.
Mais le problème de la théorie du choc des civilisations, ça s'appuie sur un livre qui s'appelle d'ailleurs Culture et Carnage. C'est toujours les plus mauvais, c'est les Américains qui veulent faire de la géopolitique et de la philosophie, qui te dit que depuis la bataille du Thermopyle, la bataille de 300, il y a deux conceptions du monde. Il y a la conception finalement qui amène à l'American Way of Life américaine, en passant par les Grecs et je sais pas trop quoi, et le despotisme finalement oriental, qui finalement est Ahmadinejad. C'est-à-dire que pour lui, tout est l'accomplissement ou la répétition de ces deux modèles éternels et transhistoriques. Pour moi, un mec qui fait ça, c'est pas un mec qui pense. Hein, voilà, c'est tout. C'est comme quand il y a des gens pour me piéger qui me disent « Est-ce que tu n'es pas d'accord avec la phrase de De Gaulle, que tu peux peut-être citer, la France est un pays de religion catholique, de race blanche, etc. » Je dis, Charles de Gaulle a parfaitement raison de dire ça au moment où il le dit. Le problème, c'est que depuis, il y a eu la colonisation, la décolonisation, le regroupement familial, et puis il se trouve qu'aujourd'hui, la France, c'est effectivement un pays gréco-romain de race blanche et de religion chrétienne, qui a sur son sol 7 millions de musulmans que nous avons fait venir nous-mêmes, et qui ne nous ont pas envahis avec des fusils, et qui sont des Français, hein, et qu'est-ce qu'on fait? Au nom de la France éternelle, on les rejette? Ça veut dire que la définition de la France évolue. Et il se trouve que nous sommes dans une période d'accélération de l'histoire. C'est pas la première fois, parce qu'il faut bien savoir que les comme Besson qui disent la France est un pays de métis, sont aussi des menteurs. La France a été un pays celte qui à un moment donné a subi des invasions très brutales et très resserrées. L'invasion romaine, nous avons été soumis par les Romains et nous sommes donc des Gallo-Romains, puis l'invasion barbare, qui effectivement sont les Germains, ce qui fait que nous sommes des celto romano-germain. Et puis à un moment donné, cette celto-romano-germitude est restée stable jusqu'au XVIIIe siècle, XIXe siècle. Et puis au XIXe siècle, avec l'accélération historique de la révolution industrielle et ses brassages, il y a eu d'un seul coup des Italiens, des Espagnols, des Portugais, des Polonais qui sont venus. Et donc il y a eu à nouveau une période de métissage. C'est-à-dire que la France n'est ni un pays qui a vocation à être métissé, on ne sait pas pourquoi, ni un pays qui a vocation à chercher quelle est sa pureté originelle, raciale, en essayant de remonter jusqu'à l'homme de Néandertal, s'il le faut, parce que la pureté, c'est toujours avant. Moi, j'ai demandé à des mecs, c'est quoi la vraie France? Des mecs un peu, tu vois, à l'extrême droite, il y en a, ils remontaient jusqu'à Philippe le Bel. Après, c'était que des vendus, quoi. Même Louis XIV. Le problème, c'est, quand on pense que la vérité, c'est remonter le plus loin dans le passé, même le musulman est coincé. Hein, voilà, parce qu'il y avait avant le 7e siècle, il y avait des trucs, enfin voilà. Donc en réalité, il se trouve que la France est un pays dynamique, qui subit des choses que son peuple ne choisit pas toujours. Je n'ai pas choisi le regroupement familial, et je le dis en mon âme et conscience, j'aurais été contre si j'avais pu. Il se trouve qu'aujourd'hui, il a eu lieu. Nous avons quelque chose d'intéressant qui est un grand espace francophone. Nous avons sur notre territoire des millions de jeunes pleins d'énergie et de volonté qui vivent pour l'instant du RMI. Je serais très content qu'ils rejoignent les forces productives du pays, plutôt qu'on en fasse à la fin, qu'on mette des miradors et qu'on en fasse des eaux avec du RMI, de la drogue et des fusils mitrailleurs. Je veux dire, parce que simplement j'aime mon pays. Voilà. Et je ne dis pas que j'adore les musulmans et que j'adore qu'il y ait des noirs plein la France. Je dis que ces gens-là ne nous ont pas envahis militairement, c'est nous qui les avons fait venir, qui sont français, et qu'il faudrait être un mauvais patriote pour vouloir déclarer une guerre civile en France en pensant qu'on va revenir à la France blanche de... On peut choisir, ça peut être la France blanche du 19e siècle où il y a quand même des Polonais, des Espagnols et des Portugais, mais on peut, si on ne veut pas non plus des Polonais, et qu'on veut que des Auvergnats et je sais pas quoi, on peut revenir plus tôt, on peut même chasser les Bretons qui sont pas très, à l'époque n'étaient pas français. Moi je suis savoyard, je suis français après les Antillais, voyez. Donc c'est pour ça le problème de ça, à quel moment la France est pure, c'est une absurdité métaphysique. Ce qui ne veut pas dire, comme Besson, que la France a vocation à être une espèce de supermarché du métissage, où on fait venir le plus possible de nazes qui n'ont rien à faire ici, qui détestent la France, qui ne parlent pas la langue, et qui viennent ici pour se faire soigner grâce à la couverture, ce qui est en train de détruire la sécurité sociale. Voilà. Ça, c'est partir dans le n'importe quoi à la maison Snow. Voyez. Donc à un moment donné, simplement essayer de réfléchir intelligemment ce que c'est que la France, qu'est-ce qui nous est offert comme solution par rapport aux problèmes qu'on rencontre et que nous ne choisissons pas. Je n'ai pas choisi la France de la mixité actuelle, mais je vois que ça peut avoir il peut y avoir une issue positive et une issue négative à cette période. Et comme j'aime mon pays, je veux plutôt une issue positive que la destruction du pays. Et il y a des gens qui rêvent de la destruction de la France. Notamment, on parlait de l'impérialisme. L'impérialisme intéresse que la France ne soit pas un modèle alternatif ni un point de résistance. On voit comment de la première guerre du Golfe, de la deuxième guerre du Golfe, c'est la France qui a bloqué. Au moment de Maastricht, c'est la France qui a bloqué, et que la France est souvent un pays rebelle et un modèle civilisationnel alternatif, notamment au monde anglo-saxon, judéo-chrétien, et d'ailleurs aussi une alternative au monde musulman. C'est vrai que s'il y a 3 modèles aujourd'hui, on peut dire qu'il y a le monde anglo-saxon du capital et de la marchandise, il y a le monde musulman de la Houma,
Et puis il y a aussi l'universalisme français, qui était un truc qui a beaucoup marché, puisque toutes les nations, même y compris la nation algérienne, sont fondées sur le modèle français en réalité. Hein. On imite souvent, c'est la dialectique de Hegel. Hein. Je crois que rien n'est impossible pour qui a de la bonne volonté. Et je ne crois pas, moi, qu'un musulman soit quelqu'un de mauvaise volonté, par définition. Sinon, il y aurait quelque chose une trahison de l'esprit. Et moi, je crois toujours à la supériorité de l'esprit de la foi sur la lettre de la foi, il me semble. Sinon on tombe dans le talmudisme. Hein. C'est-à-dire qu'un homme pieux, c'est un homme qui démontre son respect de la religion par la respectabilité qu'il déploie dans ses actes, et pas forcément parce qu'il a une meilleure courbure de l'échine quand il prie sur le tapis, et qu'on se dit quand même il a la tête un peu plus baissée que les autres. Ça, c'est ce que chez nous on appelle la tartufferie. Et moi, il me semble que dès lors que des gens de bonne volonté, qui ont été élevés dans des valeurs, car je crois que toutes les religions sont des systèmes sociaux positifs, parce qu'ils permettent à la communauté humaine de sortir de la sauvagerie, de l'égoïsme individuel, pour aller vers la communion et la fraternité organisée. Et si l'islam a existé depuis des siècles, c'est qu'il est un modèle de fonctionnement social qui marche. Sinon, il aurait disparu, ça c'est de la sociologie. Et donc, moi, ce que je disais d'instinct dès le départ, c'est que peut-être la réislamisation des jeunes de banlieue qui, venant du Maghreb, étaient passés par l'idéologie libérale, même s'ils n'avaient pas identifié, car le rap, c'est l'idéologie libérale, hein. C'est la consommation, le sexe, etc., était un moyen de devenir des Français en 3 temps, parce qu'en retrouvant des racines et des valeurs, ils permettaient de sortir d'une névrose sociale et d'une crise, qui leur permettait finalement, dans un 3e temps, de devenir de bons citoyens français. Parce que je pense qu'il faut toujours penser dans la durée. Je pense que la réislamisation peut être une période nécessaire pour arriver à la citoyenneté française, bien compris comme ça. C'est une analyse sociologique subtile. Alors qu'en réalité, par la délinquance, on n'arrive jamais à rien. Et moi, j'ai remarqué chez les amis que j'ai rencontrés, que des types qui sont passés de la délinquance à un islam, non pas un islam délirant, extrémiste et suicidaire, l'islam n'est pas une religion de mort, hein, ça aussi je le dis pour certains qui m'ont dit que le but de l'islam c'était de mourir, le djihad pris dans son acception guerrière et non pas spirituelle. Ce n'est pas une religion de mort l'islam, hein. Le but c'est de ne pas produire que des martyrs, hein. C'est aussi de produire des pères de famille, et des éducateurs, etc. Bon, voilà. Et que les femmes puissent faire des enfants et les élever. Voilà. Et en fait, avec le temps, il y a toujours moyen, je crois, moi, d'arriver à une solution qui corresponde. Un problème, c'est qu'on est dans une période où on a peu de temps pour réagir, et ce qu'Albert Ali a parfaitement compris, c'est que si nous ne trouvons pas, non pas des solutions, mais créer le dialogue intelligent, qui soit un dialogue et non pas un combat, on sera tous perdants très vite. Et en réalité, nous n'avons plus de temps. Ce que Albert Ali a parfaitement compris, c'est qu'on a perdu beaucoup de temps avec ces 25 dernières années, avec les errances de SOS Racisme, machin, etc. Et là, nous sommes à une période charnière, intéressante, où soit on arrive à créer ce dialogue entre gens de bonne volonté, on va dire toi et moi, et pas Julien Drey avec un salafiste qu'ils auraient choisi eux-mêmes, avec une grande barbe et un couteau quelque part, parce qu'ils aiment bien filmer des musulmans qui sont des bouchers, qui aiguisent leur couteau quand ils ont les interviews. Ils adorent ça, j'ai remarqué. Souvent, le mec, c'est bien fait, quoi. Voilà. Et que si on ne le fait pas maintenant, je pense que dans 3 ans, 4 ans, ça sera trop tard. Car on voit la chose s'accélérer. Hein. La loi sur la burqa, les couvertures des journaux. Enfin, depuis le 11 septembre, on a bien compris que l'empire qui existe avait désigné comme bouc émissaire le musulman. Hein, c'était clair. Or, nous, en géopolitique, on a bien compris que le monde musulman est un monde qui résiste à la mise au pas mondialiste, puisqu'il y a une finance islamique, et que nous-mêmes, qui venons du monde catholique, avons été mis au pas par le mondialisme marchand, c'est-à-dire que nous avons été détruits. Nous savons ce que c'est que d'être détruit, c'est-à-dire le Vatican II, c'est la soumission d'un monde qui a une théologie à l'idéologie dominante. Et d'ailleurs, l'Empire rêve d'un Vatican II musulman. Hein. Il rêve d'ailleurs d'un Vatican musulman et d'un Vatican II. C'est-à-dire d'une instance unique de l'islam, qui dans un premier temps fait Vatican, et après Vatican II, c'est-à-dire produit une série de textes qui aboutit en réalité à la soumission totale du monde musulman à la logique marchande mondialiste. Hein. Voilà. Après, ils s'occuperont des hindouistes et des chinois, bonne chance pour eux. Parce que de toute façon, pourquoi la guerre se passe contre les musulmans aujourd'hui? Parce qu'on est quand même dans la sphère méditerranéenne, qui est notre monde. Car en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que s'il y a des tensions entre les musulmans et les chrétiens, c'est pas pour rien, c'est parce que nous sommes dans le même monde. Et nous sommes les 2 systèmes concurrents dans le monde méditerranéen et post-méditerranéen depuis des siècles et des siècles. Alors qu'en réalité, les hindouistes et les chinois ne sont pas dans notre monde. Donc ils ont des religions qui sont autant exogènes, mais avec lesquelles nous n'avons jamais été en confrontation. Alors nous avons été en confrontation
et en relation permanente et tendue, et en même temps pas toujours tendue, d'ailleurs avec le monde musulman, dès le 7-8e siècle. Mais par contre, pour ceux qui connaissent l'histoire de la France c'est souvent et parfois, pas souvent mais parfois, alliée aux musulmans pour résister aux empires menaçants qui étaient soit l'empire allemand, soit l'empire anglais pour simplifier. Et sous Souliman le Magnifique avec François Ier. Et qu'à certains moments, pour l'indépendance de la France, nous avons intérêt, nous, à tendre la main aux musulmans qui font partie de notre espace francophone, de notre espace de rayonnement musulman et de notre ancien empire. Ça fait 3 raisons. Puisque les musulmans, même quand ils m'insultent en français. C'est ce que moi, ce que j'aimais bien avec les maghrébins, je dis quand même ce qui est bien, c'est que tu m'insultes dans ma langue. C'est déjà pas mal. Moi, je comprends, tu vois. Et que les rappeurs, malgré leurs bêtises, tous leurs textes sont écrits en français. Et même en bon français. Ils essaient d'écrire un bon français. Ils ne chantent pas en anglais. C'est-à-dire que, dont je disais, il y a quand même un amour de la France. C'est ce que je disais. En réalité, souvent le français musulman d'origine maghrébine aime beaucoup plus la France qu'il veut bien l'admettre, alors qu'il y en a d'autres qui disent qu'ils aiment la France toute la journée. Je ne vais pas dire Éric Zemmour parce que je pense qu'ils l'aiment vraiment. Mais Finkielkraut qui en fait l'aiment beaucoup moins que ce qu'ils disent. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire comprendre à les gens, c'est que finalement, les Français musulmans aiment beaucoup plus la France que ce qu'ils disent parce qu'il y a une espèce de pudeur qui fait qu'ils ne veulent pas le dire parce qu'on veut les obliger à le dire et qu'on ne t'obligera pas à embrasser le drapeau en t'appuyant sur la tête. Mais en réalité, les musulmans aiment la France quand on ne les oblige pas à l'aimer à coups de pompe dans le cul. Alors qu'il y a d'autres qui, soi-disant, adorent la France, et même aujourd'hui, qui sont d'ailleurs les seuls qui nous expliquent ce que c'est. C'est-à-dire le gouvernement Sarkozy, que ce soit les gauchistes de tout à l'heure, qui n'étaient d'ailleurs pas là, ou Sarkozy, c'est qu'ils communiquent quand même dans une haine de la France, qui est quand même le vrai point commun entre les trotskistes et les mondialistes de la finance. D'ailleurs, je vous ai expliqué tout à l'heure que les néoconservateurs étaient les anciens trotskistes. C'est une haine des nations, des peuples libres, et en France, alors une haine rabique de tout ce que la France est, qui pour eux est simplement la France coloniale, la France collabo, la France raciste. Alors la France, c'est bien autre chose que ça.